Ma belle-fille, enceinte de jumeaux, a perdu les bébés et m'en a rendu responsable. Mais elle ne savait pas que j'avais déjà découvert avec qui elle trompait mon fils. Dites-moi ce que vous en pensez. Votre opinion est très importante. Et abonnez-vous à ma chaîne pour soutenir mon travail, votre aide est précieuse. L'arôme du thé à la camomille emplissait la cuisine quand j'ai entendu les sanglots d'Amélie résonner dans la maison. Mes mains tremblèrent en posant la tasse sur l'évier, un mauvais pressentiment me nouant la gorge. Ma belle-fille entra comme une furie, les yeux rouges d'avoir tant pleuré, les mains protégeant son ventre, qui, il y a quelques jours encore, abritait mes petits-enfants jumeaux. « C'est de votre faute !» cria-t-elle en pointant un doigt accusateur vers moi. « Vous m'avez tellement harcelé, tellement critiqué, que mon corps n'a pas tenu. J'ai perdu mes bébés à cause de vous, Madame Raymonde. » Je sentis mes jambes flancher. Je dus m'appuyer sur l'évier pour ne pas tomber. Comment pouvait-elle m'accuser d'une chose aussi terrible? Moi qui passais mes nuits blanches à tricoter, pour les petits, qui avaient déjà réservé ma chambre pour la transformer en leur chambre, qui économisait chaque centime de ma retraite pour aider aux dépenses. Mais il y avait autre chose qui me rongeait de l'intérieur. Quelque chose que je gardais pour moi depuis des semaines. L'image d'Amélie sortant de l'hôtel des Lilas, près de la place de la République, avec un homme qui n'était pas mon Claude, ne me laissait pas en paix. C'était un mardi, alors que je rentrais du marché. J'ai d'abord pensé que je me trompais, que mes yeux de 63 ans me jouaient en des tours. Mais il n'y avait pas d'erreur. C'était bien elle, avec cette robe à fleurs que je lui avais moi-même offerte à Noël. Pendant qu'Amélie continuait à m'accuser, pleurant d'une manière si convaincante que même moi j'ai failli la croire, je suis restée silencieuse. Que pouvais-je dire? Comment pouvais-je me défendre sans exposer un soupçon aussi grave? Mon fils ne me croirait jamais sans preuve. Et c'est justement en pensant à lui que j'ai ravalé le nœud dans ma gorge quand Claude est rentré du travail ce soir-là. Amélie a répété toute l'histoire, ses larmes paraissant maintenant encore plus abondantes. Mon fils, mon enfant que j'ai élevé seul après que son père nous a quittés, me regarda comme s'il ne me connaissait plus. « Comment as-tu pu faire ça, maman ?» demanda-t-il, la voix étranglée de déception. « Comment as-tu pu nous faire ça ?» Dans les jours qui suivirent, ma propre maison se transforma en une sorte de prison. Les chuchotements s'arrêtaient quand j'entrais dans la cuisine. Les voisins, qui venaient avant prendre le café avec moi, détournaient maintenant le regard quand ils me voyaient sur le pas de la porte. Amélie pleurait à chaque fois qu'elle me croisait dans les couloirs, comme si ma présence était un rappel constant de sa perte. Et Claude, mon Claude avait du mal à me regarder dans les yeux. J'essayais de m'occuper pour ne pas penser. Je nettoyais la maison plusieurs fois par jour, même quand ce n'était pas nécessaire. Je réorganisais les tiroirs, lavais des vêtements qui étaient déjà propres. Mais la nuit, seule dans ma chambre, le doute me consumait. Est-ce que je me trompais? Est-ce que mes petites remarques, mes conseils de belle-mère avaient vraiment causé une telle tragédie? C'est lors d'une de ces nuits d'insomnie que j'ai décidé de ranger la chambre d'amis. J'avais besoin de me distraire, de faire quelque chose d'utile au lieu de me tourner et me retourner dans mon lit. En rangeant l'armoire ancienne, j'ai trouvé un vieux téléphone portable tombé derrière, le dernier tiroir. J'ai reconnu la coque rose avec des strass qu'Amélie aimait tant utiliser. Je me suis assise sur le bord du lit, retournant l'appareil dans mes mains. Il était éteint, probablement sans batterie depuis des mois. Pendant un moment, j'ai pensé à le lui rendre le lendemain matin. Mais quelque chose en moi, peut-être ce même instinct qui m'a fait élever un fils seul, me disait que là pouvait se trouver la réponse à mes doutes. J'ai branché le chargeur et j'ai attendu. Quand l'écran s'est allumé, j'ai découvert qu'il n'y avait pas de mot de passe. Amélie avait dû oublier de le reconfigurer après avoir changé de téléphone. Mes mains tremblaient en naviguant dans les applications de messagerie. Je savais que j'envahissais sa vie privée. Mais après avoir été traitée comme une criminelle dans ma propre maison pendant des semaines, j'ai senti que j'avais besoin de comprendre ce qui se passait réellement. C'est alors que j'ai trouvé les conversations avec quelqu'un enregistrées sous le nom de Rodrigue Mécanicien. Mon cœur s'est emballé en lisant les premiers messages. C'était bien lui, l'homme de l'hôtel. Et au fur et à mesure que je lisais, page après page de conversations intimes, je sentais mon monde s'écrouler d'une manière différente. « Il faut qu'on règle cette histoire de bébé », disait un de ses messages. « Je ne peux pas assumer 2 enfants
dont je ne sais même pas s'ils sont de moi. Je vais m'arranger, répondait Amélie. Je sais exactement comment faire passer ça pour un accident. Et en plus, je vais pouvoir me débarrasser de cette vieille peau de ma belle-mère. J'ai passé la nuit entière à lire ces messages, chaque mot transperçant mon cœur comme une aiguille. Amélie et Rodrigue n'avaient pas seulement prévu de se débarrasser des bébés, ils avaient aussi monté tout un stratagème pour me faire porter le chapeau. Dans les conversations, elle racontait comment elle allait provoquer des disputes devant moi, comment elle faisait semblant de se sentir mal après mes supposés harcèlements. Tout pour construire un historique qui justifierait la perte des jumeaux. « Ta belle-mère sera le bouc émissaire parfait », écrivait Rodrigue. « Après que tu auras perdu les bébés, personne ne doutera que c'est à cause du stress qu'elle te cause. » Assise seule dans cette chambre d'amis, avec le téléphone portable tremblant dans mes mains, je me rappelais chaque moment des derniers mois. Les fois où Amélie se plaignait de douleur devant les visites, en me regardant toujours du coin, de l'œil. Les commentaires sur la façon dont je l'étouffais avec mes préoccupations. Les disputes qu'elle commençait de rien, surtout quand Claude était à la maison. « Ta mère ne me laisse pas respirer », disait-elle à mon fils. Elle me surveille tout le temps, critique chaque pas que je fais. Et moi, sotte que j'étais, je me demandais si je n'exagérais pas vraiment mes préoccupations. J'ai même fini par prendre mes distances, cessant de préparer les plats qu'elle disait ne pas aimer, évitant de donner des suggestions sur le trousseau des bébés. Tout pour ne pas paraître la belle-mère contrôlante qu'elle disait que j'étais. Le lendemain matin, j'ai préparé le café comme je le faisais toujours, mais chaque geste était un effort immense. Amélie descendit les escaliers théâtralement, comme elle le faisait depuis des semaines, une main sur son ventre qui ne portait plus la vie, l'autre essuyant des larmes que je savais maintenant être fausses. « Je n'arrive même pas à vous. Regardez, dit-elle, la voix étranglée. Chaque fois que je vous vois, je me souviens de mes petits-enfants que j'ai perdus à cause de vous. » Je suis restée silencieuse, l'observant jouer cette scène que je connaissais par cœur. Mais cette fois, c'était différent. Maintenant, je voyais à travers son masque, je notais les petits détails qui m'échappaient avant. Comme ses yeux n'étaient pas vraiment rouges, malgré les larmes. Comme elle vérifiait son téléphone portable constamment, probablement en envoyant des messages à Rodrigue. Claude apparut dans la cuisine, déjà habillé pour le travail. Mon fils était plus maigre, les cernes profondes trahissant les nuits, blanches. Il embrassa Amélie sur le front, lança un regard froid dans ma direction et s'assit pour prendre son café. « Fils, commençai-je, en lui servant son café au lait comme il l'aimait depuis tout petit. Il faut qu'on parle. »« Pas maintenant, maman, » coupa-t-il sans me regarder dans les yeux. « Je dois aller travailler. » « C'est important, insistai-je, mes mains serrant le tablier usé que je portais depuis des années. Plus important que mon. « Travail ?» répondit-il sèchement. « Ça ne suffit pas tout le préjudice que j'ai dû payer à l'hôpital ?» Amélie sanglota bruyamment, cachant son visage dans ses mains. « Tu vois, elle n'arrête pas, Claude, elle continue de me torturer. » À ce moment-là, j'ai senti quelque chose se briser en moi. Ce n'était pas seulement de la douleur, c'était un mélange de rage, de déception et d'une tristesse si profonde qu'elle semblait infinie. Là était mon unique fils, que j'avais élevé seul après que son père nous ait quittés, croyant au mensonge d'une femme qui non seulement a trahi sa confiance, mais a été capable d'utiliser la perte de ses propres enfants comme une arme. « Je crois qu'il vaut mieux que vous commenciez à chercher un autre endroit où vivre, » dit Claude en se levant de la table. « Amélie a besoin de paix pour se remettre. » Alors qu'il partait au travail, je vis du coin de l'œil ma belle-fille taper rapidement sur son téléphone portable, probablement en racontant la nouveauté à Rodrigue. Je suis montée dans ma chambre et j'ai pleuré en serrant mon oreiller dans mes bras, comme je ne l'avais pas fait depuis que mon mari était parti en me laissant avec un petit garçon à élever. Mais quelque chose avait changé en moi. Je n'étais plus seulement la belle-mère accusée injustement. Maintenant, j'étais une femme qui portait une vérité trop lourde pour la garder seule. J'ai pris l'ancien téléphone portable d'Amélie et j'ai commencé à photographier chaque message, chaque preuve de la conspiration qui avait détruit non seulement 2 vies innocentes, mais aussi le bonheur de mon fils. Cet après-midi-là, alors que j'étais seule à la maison, j'ai pris le téléphone et j'ai composé le numéro de l'atelier mécanique qui apparaissait dans les conversations. Une voix masculine répondit et je pris une profonde inspiration avant de parler. « Bonjour.
Je voudrais parler à Rodrigue. Je suis la belle-mère d'Amélie. Il y eut un silence de l'autre côté de la ligne, suivi d'un raclement de gorge nerveux. Madame Raymonde ? Oui, répondis-je en essayant de garder la voix ferme. Il faut qu'on parle. C'est à propos des jumeaux. Nous avons convenu d'un rendez-vous pour le lendemain, dans une boulangerie du centre-ville. J'ai passé la nuit blanche à réfléchir à la façon de mener cette conversation. Il ne s'agissait pas seulement d'exposer la vérité. Il s'agissait de rendre justice à mes petits-enfants qui n'ont jamais eu la chance de naître. Le lendemain matin, j'ai mis ma plus belle robe, celle bleu marine que je gardais pour les occasions spéciales. J'ai relevé mes cheveux gris en un chignon discret et j'ai mis un rouge à lèvres clair. En me regardant dans le miroir, j'ai vu non seulement la dame de 63 ans que tout le monde connaissait, mais une femme qui était sur le point de se battre pour la vérité. Rodrigue était déjà dans la boulangerie quand je suis arrivée. Il était plus jeune que je ne l'imaginais, il ne devait pas avoir plus de 35 ans. Je me suis assise en face de lui, nous avons commandé un café, et puis j'ai commencé. C'est tout ? Dis-je en posant le vieux téléphone portable sur la table. Chaque message, chaque plan, chaque mensonge. Il pâlit, ses grandes mains calleuses de mécanicien tremblant en tenant sa tasse. Pendant 2 heures, je l'ai laissé parler, enregistrant chaque mot sur mon nouveau téléphone portable, cadeau de Noël de mon fils. Rodrigue a tout raconté. Comment il a rencontré Amélie, comment ils ont commencé leur liaison, comment elle a suggéré d'utiliser mon harcèlement pour masquer ses plans. Je suis rentrée à la maison cet après-midi-là avec un poids différent sur la poitrine. L'enregistrement sur mon téléphone portable était comme une bombe prête à exploser, détruisant la vie que nous connaissions. Mais en gravissant les marches du perron, j'ai réalisé que cette vie était déjà détruite depuis longtemps. Je ne le savais tout simplement pas. Amélie était dans le salon, feuilletant un magazine de décoration avec cet air de victime, qu'elle avait perfectionné ces derniers mois. Quand elle m'a vue, elle a commencé sa mise en scène habituelle, les yeux larmoyants, la main sur le ventre vide, le soupir douloureux. Mais cette fois, au lieu de détourner le regard et de m'enfuir, dans ma chambre, je me suis assise dans le fauteuil en face d'elle. « Il faut qu'on parle des bébés », dis-je en gardant la voix calme. « Vous n'avez pas le droit », explosa-t-elle en jetant le magazine par terre. « Vous n'avez pas le droit de parler de mes enfants que vous avez tués. » J'ai observé ces fausses « hey », larmes, son théâtre bien répété, et j'ai ressenti une profonde tristesse. Pas pour moi, mais pour mes petits-enfants que je n'ai jamais connus. Pour ces 2 vies qui ont été utilisées dans un jeu cruel de mensonges et de trahison. « Vous étiez à l'hôtel des Lilas il y a 3 mois, dis-je doucement, en voyant la couleur disparaître de son visage. Avec Rodrigue, le mécanicien. Amélie se figea un instant, mais reprit vite contenance. « Vous êtes folle. Vous inventez des choses pour vous débarrasser de votre culpabilité. J'ai les messages, Amélie. Tous. Sur votre ancien téléphone portable, celui avec la coque rose que vous avez oublié derrière l'armoire. » Elle se leva d'un bond, les mains tremblant de vérité pour la première fois. « Vous n'aviez pas le droit, c'est une violation de la vie privée. »« Et vous aviez le droit d'enlever la vie de mes petits-enfants » demandai-je en sentant les larmes couler sur mon visage ridé. « Vous aviez le droit de détruire mon fils ?» C'est alors que le masque tomba complètement. Le visage d'Amélie se transforma, révélant une cruauté que je n'avais jamais vue auparavant. « Prouvez-le » dit-elle avec un sourire froid sur les lèvres. « Prouvez que j'ai fait quelque chose. Personne ne croira une vieille peau fouineuse, comme vous. »« Je n'ai rien à prouver, » répondis-je en me levant lentement. Rodrigue a déjà tout raconté. Je vis la panique grandir dans ses yeux. « Vous lui avez parlé ?» 2 heures de conversation dans une boulangerie du centre-ville. J'ai enregistré chaque mot. Elle s'avança vers moi, essayant d'attraper mon sac, mais j'étais déjà préparée. Je fis un pas en arrière, protégeant le téléphone portable où je gardais toutes les preuves. « Ça ne sert à rien, Amélie. J'ai déjà fait des copies. De tout. »« Vieille misérable !» cria-t-elle, son visage transformé par la colère. « Vous n'allez pas détruire ma vie. »« Vous avez détruit votre propre vie, » répondis-je en sentant une force que je ne savais pas avoir, et la vie de mes petits-enfants. C'est à ce moment-là que la sonnette retentit. C'était Madame Zuleika, notre voisine d'en face, qui venait, toujours en fin d'après-midi pour prendre un café.
Amélie changea immédiatement d'expression, les larmes de crocodile revenant à ses yeux. « Entrez, Madame Zuleka, dis-je en ouvrant la porte. Vous arrivez à point nommé. Nous avons beaucoup de choses à nous dire. » Dans les minutes qui suivirent, d'autres voisins sont arrivés, comme c'était le cas presque tous les soirs dans notre rue tranquille de province. Madame Carmigna, Monsieur José, Madame Lourdes, tous ceux qui m'avaient tourné le dos ces derniers mois, convaincus par l'histoire de la méchante belle-mère qui avait causé la perte des petits-enfants. Amélie semblait de plus en plus nerveuse, surtout quand elle vit Claude arriver plus tôt du travail. Mon fils entra dans le salon en fronçant déjà les sourcils, s'attendant probablement à une nouvelle scène d'accusation contre moi. « Qu'est-ce qui se passe ici ?» demanda-t-il en regardant le salon rempli de voisins. « Assieds-toi, mon fils, » dis-je en lui indiquant le canapé. « L'heure de la vérité est arrivée. »« Non !» cria Amélie en essayant de tirer Claude vers la sortie. « Allons-nous-en d'ici. Ta mère est folle. » Mais il était trop tard. Je sortis le téléphone portable de mon sac et, les mains tremblantes, j'appuyai sur play. La voix de Rodrigue emplit la pièce, confessant chaque détail de leur liaison. Chaque planification froide sur la façon dont ils se débarrasseraient des bébés. Comment ils utiliseraient mon harcèlement comme excuse parfaite. « C'est elle qui l'a suggéré », disait la voix grave du mécanicien. « Elle a dit que la belle-mère serait l'alibi parfait, que personne ne douterait que le stress avait causé la perte. » Je vis le visage de mon fils changer au fur et à mesure que l'enregistrement continuait. D'abord vint la confusion, puis l'incrédulité, et enfin une horreur si profonde qu'elle brisa mon cœur de mère. Amélie essaya de nier, dit que tout était mensonge, que Rodrigue inventait des histoires. C'est alors que je montrai les messages du vieux téléphone portable, un par un, projetés sur la télévision du salon grâce au câble que ma nièce m'avait appris à utiliser. Là était chaque preuve, chaque mot cruel, chaque planification froide de comment il détruirait non seulement 2 vies innocentes, mais toute une famille. Après que j'aurai perdu les bébés, disait un de ces messages, nous pourrons commencer notre vie ensemble, et cette vieille peau sera la coupable parfaite. Le silence dans la pièce était lourd comme du plomb. Madame Zuleika couvrait sa bouche avec ses mains, horrifiée. Monsieur José secouait la tête, murmurant des mots d'indignation. Et Claude, mon fils était pétrifié, regardant la femme qu'il aimait comme s'il voyait un monstre. « Comment as-tu pu faire ça ?» demanda-t-il finalement, la voix brisée. « C'étaient nos enfants. » Amélie tenta encore une dernière carte. Elle tomba à genoux, pleurant et implorant le pardon, disant qu'elle avait été manipulée par Rodrigue, qu'elle était repentante. Mais il était trop tard. La vérité, comme une blessure exposée, ne pouvait plus être cachée. « Sors de ma maison !» ordonna Claude, sa voix plus froide que la glace. « Maintenant !» Alors qu'elle montait les escaliers pour récupérer ses affaires, accompagnée de Madame Zuleika pour s'assurer qu'elle ne détruirait rien d'autre, les voisins vinrent un par un me serrer dans leurs bras, me demandant pardon d'avoir douté de moi. Mais je les entendais à peine. Mon cœur était avec mon fils, qui s'était enfermé dans le bureau où je pouvais entendre ses sanglots contenus. Ce soir-là, après qu'Amélie soit partie ne portant qu'une valise, notre maison fut plongée dans un silence différent de tout ce que nous avions jamais vécu. Ce n'était pas le silence lourd des dernières semaines, rempli d'accusations muettes et de regards de réprobation. C'était un silence de deuil véritable, de douleur partagée entre mère et fils, enfin, unis par la même vérité dévastatrice. Claude était toujours enfermé dans le bureau. Après le départ des voisins, je suis restée assise dans l'escalier, écoutant ses sanglots étouffés de l'autre côté de la porte. Mon cœur de mère se serrait à chaque son de douleur qui venait de cette pièce. Mais je savais qu'il avait besoin de ce moment seul. J'ai préparé un thé à la camomille, comme je le faisais quand il était petit et qu'il avait des cauchemars. J'ai frappé doucement à la porte du bureau et pour la première fois depuis des mois, j'ai entendu sa voix m'inviter à entrer. J'ai trouvé mon fils assis sur le sol, adossé au mur, semblant aussi perdu que ce petit garçon qui un jour m'a demandé pourquoi son père était parti. « Maman », murmura-t-il, la voix rauque d'avoir tant pleuré. « Comment je n'ai pas vu ?» Je me suis assise à côté de lui en lui offrant la tasse fumante. Nous sommes restés silencieux pendant quelques minutes, seul le son des grillons dehors remplissant l'air. « On ne veut jamais voir le mal chez ce qu'on aime », répondis-je finalement, en passant ma main dans ses cheveux comme je le faisais quand il était enfant. Moi aussi,
J'ai mis du temps à accepter ce que j'avais vu. Vous avez essayé de me prévenir ce jour-là, n'est-ce pas, quand vous m'avez vu partir au travail? J'ai acquiescé lentement, en me souvenant de ce matin dans la cuisine. Mais tu n'étais pas prêt à entendre, mon fils. Parfois, la vérité a besoin du bon moment. Claude prit une gorgée de thé, ses mains tremblant encore légèrement. C'était un de mes enfants, maman, mes enfants. C'est alors qu'il s'effondra complètement, pleurant comme il n'avait jamais pleuré auparavant. J'ai serré mon fils de toutes mes forces, sentant ses larmes mouiller mon épaule, son grand corps secoué par les sanglots d'une douleur qu'aucun mot ne pouvait consoler. Nous avons passé la nuit entière là, assis sur le sol du bureau. Claude alternait entre des moments de pleurs intenses et des périodes d'une rage silencieuse, relisant les messages que j'avais gardés, essayant de comprendre à quel moment sa vie s'était transformée en ce cauchemar. « Elle a tout planifié », murmurait-il en passant ses mains sur son visage fatigué. « Elle vous a utilisé comme excuse. Elle a utilisé nos enfants. » Le lendemain matin, lorsque les premiers rayons de soleil ont commencé à entrer par la fenêtre, Claude était différent. Il y avait une détermination nouvelle dans son regard, même s'il était encore chargé de douleur. « Je vais entamer la procédure de divorce aujourd'hui même, » dit-il en se levant du sol avec difficulté. « Et je vais déposer une plainte. »« Mon fils, tu es sûr ?»« Je le suis, maman. Ce qu'elle a fait, ce n'était pas seulement une trahison, c'était bien pire. » Alors qu'il se préparait à sortir, j'ai commencé à préparer le petit déjeuner, mais mes mains tremblaient tellement que j'avais du mal à tenir la bouteille de lait. Ce n'était pas seulement la fatigue de la nuit blanche, c'était le poids de tout ce qui restait à venir. Les jours suivants ont été un tourbillon. Amélie a essayé de revenir plusieurs fois, tantôt en implorant le pardon, tantôt en faisant des menaces. Un après-midi, elle est apparue avec ses parents, qui n'avaient jamais beaucoup aimé les nôtres. Son père, un homme autoritaire qui vivait d'apparence, a exigé que Claude lui pardonne, alléguant que ces choses arrivent dans tous les mariages. « Des choses arrivent ?» a répondu mon fils, avec un calme effrayant dans sa voix. « Vous êtes en train de dire que planifier la mort de ses propres enfants est quelque chose qui arrive ?» La belle-mère de Claude, qui m'a toujours regardé, de haut, tenta de minimiser la situation. Elle était confuse, effrayée. « Vous ne pouvez pas jeter un mariage à la poubelle à cause d'un moment de faiblesse. » Un moment de faiblesse fut mon tour de parler, sentant un courage que je ne savais pas avoir. Vous appelleriez faiblesse des mois de planification? Des messages combinant comment utiliser une grossesse comme excuse, comment me faire porter le chapeau pour la perte des bébés. Je leur montrais les preuves que j'avais gardées, chaque message, chaque confession enregistrée. Le visage de la mère d'Amélie pâlissait à chaque révélation, tandis que le père gardait un silence sépulcral. « Maintenant, vous pouvez y aller, » dit Claude en ouvrant la porte. « Et dites à votre fille que mon avocat prendra contact avec elle. » Après leur départ, mon fils s'effondra sur le canapé, épuisé. « Comment vais-je faire pour avancer, maman? Comment vais-je vivre en sachant ce qu'elle a fait ?» Je m'assis à côté de lui, serrant sa main entre les miennes. Un jour, à la fois, mon fils, comme on l'a toujours fait. Les semaines passèrent, et peu à peu nous créâmes une nouvelle routine. Claude retourna au travail, mais ses yeux n'avaient plus cet éclat d'avant. Parfois, je le surprenais immobile devant la chambre qui aurait dû être celle des jumeaux, où il y avait encore des pots de peinture et quelques meubles démontés. Un matin, je le trouvais en train d'essayer de tout ranger dans des cartons. « Tu n'as pas besoin de faire ça tout seul, » dis-je depuis la porte. « Si, j'en ai besoin, maman. J'ai besoin d'apprendre à gérer cette douleur. » En l'observant démonter le berceau qu'il avait lui-même commencé à monter, je me suis souvenu du jour où nous avons découvert qu'il s'agissait de jumeaux. Comment ses yeux avaient brillé en voyant l'échographie, comment il faisait déjà des plans pour l'avenir. Tout ce rêve avait été détruit par la cupidité et la cruauté. Mais alors, quelque chose d'inattendu se produisit. Parmi les affaires de la chambre, Claude trouva une enveloppe que je ne connaissais pas. À l'intérieur, il y avait d'autres échographies, plus anciennes que celles que nous avions vues, avec le nom d'un autre médecin, d'une autre ville. « Maman » appela-t-il, la voix tremblante. « Regarde la date. » Elle datait de 2 mois avant. La grossesse que nous connaissions. Sur le papier, c'était clair. Grossesse de 8 semaines, sans anomalie.
Elle était déjà enceinte avant, murmurai-je, sentant mon cœur se serrer encore plus. Claude prit son téléphone portable, avec des mains tremblantes, et appela le médecin dont le nom figurait sur l'examen. Après quelques insistances et explications de la situation, nous découvrîmes la vérité la plus cruelle. Amélie avait subi une intervention pour interrompre cette première grossesse, affirmant que ce n'était pas le bon moment. Alors, ce n'était pas la première fois, murmura Claude en laissant tomber son téléphone portable sur le sol. Elle avait déjà fait ça avant. La découverte de cette échographie changea tout. Ce n'était plus seulement l'histoire d'une trahison et d'une perte, c'était le déroulement d'une toile de mensonges beaucoup plus ancienne et profonde que nous ne l'imaginions. Claude passa des jours plongé dans une enquête silencieuse, passant des appels, reliant des points qui semblaient auparavant isolés. C'est un dimanche après-midi, alors que j'arrosais les plantes du jardin, que mon fils arriva à la maison avec un dossier rempli de documents et un regard que je connaissais bien, le même qu'il avait quand il était enfant et qu'il découvrait. Quelque chose d'important. « Maman !» appela-t-il en s'asseyant sur le banc de la véranda. « Il faut que je te raconte quelque chose, mais je ne sais pas si tu es prête à entendre. » Je posai mon arrosoir et m'assis à côté de lui, mon cœur anticipant déjà que quelque chose de grand allait arriver. « Parle, mon fils. Tu te souviens de Marinette, cette ancienne employée de la clinique où Amélie faisait ses examens ?» J'acquiesçai en me souvenant de cette dame sympathique qui nous accueillait toujours avec un sourire. Elle m'a contacté. Hier, elle a dit qu'elle n'en pouvait plus de garder ce qu'elle savait. Claude ouvrit le dossier et commença à étaler des papiers sur la table de la véranda. Amélie avait un historique à la clinique. Ce n'était pas la première fois qu'elle faisait ça. Je sentis mes jambes flancher, même étant assise. « Comment ça, mon fils ?» Avant de me connaître, elle avait déjà fait la même chose avec un autre homme. Elle s'est impliquée avec lui, est tombée enceinte, a utilisé la grossesse pour obtenir ce qu'elle voulait, et ensuite, sa voix faiblit. Ensuite, elle s'est arrangée pour perdre le bébé, en faisant porter le chapeau à l'homme pour le stress. Les pièces commencèrent à s'emboîter dans mon esprit comme un puzzle macabre. Les fois où j'ai surpris Amélie en petits mensonges qui n'avaient pas de sens. La façon dont elle changeait de sujet quand quelqu'un mentionnait son passé. La façon calculée dont elle avait prévu de m'utiliser comme bouc émissaire. « Il y a plus », continua Claude, sa voix tremblant légèrement. Marinette m'a montré son dossier complet. Amélie avait un arrangement avec un médecin d'une clinique clandestine. Elle faisait ça pour de l'argent, maman. Pour de l'argent, répétai-je, sans parvenir à absorber ce que j'entendais. Elle choisissait des hommes ayant de bonnes conditions financières, tombait enceinte exprès, et ensuite, il prit une profonde inspiration, comme si chaque mot lui faisait mal. Ensuite, elle utilisait la perte du bébé pour obtenir de l'argent, soit par chantage émotionnel, soit par accord de séparation. À ce moment-là, je me suis souvenu de la façon dont Amélie avait insisté pour que Claude place une partie considérable de ses économies sur un compte joint, juste après avoir découvert la grossesse des jumeaux. Comment elle avait suggéré que nous vendions la maison qui était la nôtre depuis 3 générations, affirmant qu'ils avaient besoin d'un endroit plus grand pour les enfants. « Et Rodrigue ?» demandai-je en craignant la réponse. Ce n'était qu'un de plus sur la liste. Elle l'a rencontré au garage et a découvert qu'il avait reçu un héritage considérable de son père. Le plan était d'utiliser la grossesse pour lui soutirer de l'argent aussi, en lui faisant croire que les bébés pouvaient être les siens. Nous restâmes silencieux pendant quelques minutes, seul le bruit des oiseaux dans le jardin emplissant l'air lourd de l'après-midi. Je regardais, mon fils, voyant non seulement la douleur sur son visage, mais aussi une force qui commençait à naître. « Qu'est-ce que tu vas faire de tout ça ?» demandai-je finalement. « Je l'ai déjà fait, » répondit-il avec un éclat différent dans les yeux. « J'ai remis toutes les preuves à la police et au conseil de l'ordre des médecins. Le médecin qui l'aidait a déjà été suspendu et Amélie, eh bien, elle va devoir répondre de tout ce qu'elle a fait. » C'est à ce moment-là que nous entendîmes une voiture se garer brusquement devant notre maison. C'était Amélie, plus incontrôlable que jamais. Elle envahit le jardin en criant, son visage défiguré par la rage. « Vous n'aviez pas le droit. »« De faire ça !» criait-elle à Claude. « Vous avez détruit ma vie. »« Non, Amélie, » répondit mon fils avec un calme surprenant dans sa voix. «
tu as détruit plusieurs vies, y compris celles d'enfants innocents qui n'ont jamais eu la chance de naître. Ce n'était que de l'argent, explosa-t-elle en révélant son vrai visage. Personne n'avait besoin d'être blessé. Il suffisait que tu me donnes ce que je voulais. Et combien de vies de plus avais-tu l'intention de détruire ? Demandai-je en me levant du banc. Combien de familles de plus avais-tu prévu de tromper ? Elle se tourna vers moi, la haine transparaissant dans chaque mot. Vous avez tout gâché, cette vieille peau fouineuse qui ne savait pas rester à sa place. Non, Amélie, intervint Claude en se plaçant entre nous. Ma mère a sauvé des vies. Elle a sauvé d'autres familles de tomber dans ton piège. Et surtout, elle m'a sauvé de continuer à vivre un mensonge. C'est alors que nous entendîmes d'autres voix. Madame Zuleika et d'autres voisins, attirés par les cris, s'étaient approchés. Parmi eux, 2 policiers qui passèrent dans la rue à ce moment-là. « Madame Amélie Santos » appela l'un d'eux. « Nous avons un mandat d'arrêt préventif à votre nom. » Ce qui suivit ressembla à une scène de film. Amélie tenta de s'enfuir, mais fut maîtrisée. Alors que les policiers lui mettèrent les menottes, elle continua à crier des accusations, des menaces, révélant de plus en plus sa vraie nature à tous ceux qui regardaient. Ce soir-là, après que toute cette agitation fut passée, Claude et moi nous assîmes sur la véranda comme nous le faisions quand il était petit. La pleine lune illuminait notre jardin et le parfum des jasmins que j'avais plantés il y a tant d'années emplissait l'air. « Tu sais, maman, » dit-il après un long silence, « aujourd'hui, j'ai compris une chose que tu me disais toujours quand j'étais enfant. Quoi, mon fils ? Que parfois, on a besoin de traverser le pire moment de notre vie pour trouver notre vraie force. » Je serrai la main de mon fils entre les miennes, sentant les larmes couler sur mon visage ridé. Ce n'étaient plus des larmes de tristesse ou de rage. C'étaient des larmes de soulagement, de libération. « Tu m'as sauvée, maman, » continua-t-il, la voix étranglée. « Pas seulement maintenant, mais tout au long de ma vie. Tu m'as élevée seule. Tu m'as appris ce qu'est le véritable amour. Et maintenant, tu m'as sauvée de nouveau. » Nous restâmes là, mère et fils, à observer la nuit en silence. Les jumeaux que nous avons perdus ne seraient jamais oubliés. Ils vivraient à jamais dans nos cœurs comme de petits anges qui, même sans être nés, nous ont aidés à découvrir une vérité douloureuse mais nécessaire. 3 mois plus tard, je reçus une lettre du Conseil de l'Ordre des médecins m'informant que le médecin qui aidait Amélie avait définitivement perdu le droit d'exercer sa profession. Elle-même était poursuivie dans de nombreuses affaires et d'autres victimes de son stratagème ont commencé à se manifester, racontant des histoires effroyablement similaires à la nôtre. Claude se rétablit peu à peu. L'éclat dans ses yeux commença à revenir, d'abord timidement, puis avec plus de force. Il recommença à sourire, à faire des plans. La chambre qui aurait dû être celle des jumeaux fut transformée en une bibliothèque, remplie de livres qui nous ont aidés à traverser ces moments difficiles. Et moi, j'ai appris que même à 63 ans, une femme peut découvrir qu'elle a plus de force qu'elle ne l'imaginait. Que l'amour d'une mère ne se limite pas à protéger. Il s'agit parfois de se battre, même quand le monde entier semble être contre vous. Aujourd'hui, quand je vois mon fils rentrer du travail, portant dans son sac à dos les livres d'un cours de spécialisation qu'il a décidé de suivre, je sens que cela en valait la peine. Chaque larme versée, chaque nuit blanche, chaque moment de douleur, tout a servi à nous amener jusqu'ici, plus forts, plus unis et surtout plus sages. Les fleurs de mon jardin continuent de pousser, témoins silencieux de notre histoire. Et tous les après-midi, quand je m'assieds sur la véranda pour prendre mon thé, je remercie d'avoir eu le courage de me battre pour la vérité. Parce que parfois, l'amour d'une mère ne se limite pas à embrasser et à protéger. Il s'agit d'avoir le courage d'affronter les tempêtes pour sauver ceux que l'on aime.